Bonjour, je m'appelle Gemra Saïd, je suis expert conseil en management de l'énergie. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre qui va concerner donc le sujet assez spécial des smart cities et les possibilités de leur développement au Maroc. Alors, pour planter le décor, les smart cities font partie de la transition énergétique marocaine. Donc, c'est un sujet de la transition énergétique et son volet énergétique et donc adhère pleinement au schéma, un autre schéma, au schéma marocain de la transition énergétique. Alors, pour rappel, la transition énergétique a commencé en 2009 avec la lettre royale qui a été adressée à l'époque aux assises de l'énergie. Donc, on ne s'attendait pas, durant ces assises, on ne s'attendait pas à trouver donc toute la démarche de la transition énergétique marocaine. Cette transition est basée, comme vous le savez, sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Alors, quand on regarde le volet de l'efficacité énergétique, quand on éclate ce volet-là, eh bien, on trouve en premier lieu tous les axes de développement spécifiques. Ça veut dire l'efficacité énergétique telle que nous la pratiquons aujourd'hui et telle que les experts la pratiquent. Et nous trouvons un autre ensemble qui est aussi important. Donc, c'est la sobriété énergétique, les nouvelles technologies qui sont l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Nous trouvons le demand-side management, donc nous avons des experts aujourd'hui en matière de demand-side management. Et ensuite, nous trouvons sur le volet des renouvelables, nous trouvons les renouvelables sur site et les renouvelables hors site. Donc, la conception. Avant ça, je dirais que aussi Sa Majesté avait insisté sur la liberté du mix électrique. Donc, quand nous lisons le plan de transition, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune limitation en matière de technologie. C'est une neutralité technologique qui disait même à l'époque que même le nucléaire, l'électronucléaire n'est pas exclu. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pensait que le nucléaire allait être, peut-être 15 ans plus tard, une technologie bas carbone. Et que vous connaissez le débat aujourd'hui en Europe, c'est comment rendre le nucléaire comme une énergie verte, entre guillemets. Donc, on verra comment le débat va sortir. Donc, cette démarche qui est basée sur, moi je dirais, 6 ou 7 points fondamentaux, a valu à Sa Majesté le prix de visionnaire d'efficacité énergétique en 2017. Et par conséquent, le Maroc a l'antériorité de ce concept qui a été retenu par la suite dans les travaux du GIEC et plus récemment dans des documents de la Banque mondiale. Donc nous sommes très fiers d'avoir ce concept, d'avoir cette mécanique qui a été instaurée il y a longtemps. Les opérateurs je dirais, sont aujourd'hui bien dimensionnés face au concept. Les banques veulent investir. Avant, il y a 20 ans, les banques nous disaient on ne peut pas investir dans l'efficacité énergétique, c'est du risque. Et valeur aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités de financement qui sont énormes, hein, que ce soit les banques individuellement ou avec la coopération bilatérale. Donc, nous avons tous les ingrédients aujourd'hui pour réussir notre transition énergétique. Le Maroc a lourdement investi en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes à 17% de notre mix électrique, ce qui est excellent pour un pays qui a de notre PIB. La France est aujourd'hui à 20%. Donc, plusieurs pays, on se situe à peu près dans la moyenne. Bon, il y a bien sûr des champions, c'est le Suède ou la Norvège ou d'autres pays, mais de toute façon, nous avons
nous sommes dans la moyenne et je pense que, bien sûr, bien évidemment, il y a beaucoup de travail. Alors, tout ça pour dire que les smart cities, ça appartient à un grand ensemble, lequel grand ensemble a des stratégies très fixes pour se développer. Et c'est là où on doit inscrire les smart cities dans la mouvance générale de la transition énergétique. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos grands experts. C'est un panel qui est très lourd et j'ai la responsabilité de le modérer. Donc je vais me faire tout petit devant nos grands experts. Donc j'ai le plaisir d'accueillir M. Talal Ahmed de Novec, M. Rochd Abdilah de l'IRESN GEP, M. Driss Taïbi de Schneider Electric et M. Fouad Kouhen qui représente aujourd'hui deux entités, à savoir Elexpert et la FNELEC. Donc au lieu d'une question, il faut lui poser deux. M. Mouhdi Bouih de Trace Software, c'est bien ça? C'est beau. Merci beaucoup. Alors, les points, nous allons voir les exposés des gens, des experts. On sera à peu près à un maximum de 10 minutes par exposé. Et les points que le comité aussi souhaite aborder, disons, durant la demi-heure qui suit les exposés. Donc, on a pris, c'est quoi une définition de la Smart City? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est quoi donc les experts, chacun de son point de vue va un petit peu nous éclairer parce que tout le monde ne connaît pas les Smart Cities. Autre question, devons-nous attendre la construction de nouvelles villes pour parler de Smart City? Donc, est-ce qu'on attend? On fait quoi? Quelle est la place de l'énergie dans les Smart Cities? Parce que là, cette conférence aujourd'hui, elle est centrée sur le rôle des énergies avec l'éclairage intelligent. Quel est le rôle des nouvelles technologies, digitalisation de l'énergie, big data, voire intelligence artificielle, qui vont être menées dans nos futures smart cities? Quels sont les meilleurs moyens pour informer, par exemple, un résident de sa consommation d'énergie et d'eau? L'expérience Linky en France, où on peut avoir sa consommation d'électricité et d'eau sur un smart meter. Donc, si on n'informe pas les gens, ben, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va réaliser des miracles parce que l'information vaut aujourd'hui. Et d'après l'ADEME, on peut faire une économie jusqu'à 22% en cette matière. Donc, je dirais, les Smart Cities, ce n'est pas uniquement des réalisations sur site, mais aussi l'information des citoyens. Comment doter nos immeubles et R+2 d'énergie renouvelable en bonne intelligence avec le réseau? Donc là, on pense au réseau intelligent. Et vous avez du boulot avec l'expert. L'éclairage d'une ville constitue une charge très importante. On parle de 1,3 milliard de dirhams de factures électriques de l'éclairage public. Je ne sais pas si vous validez ce chiffre, mais on est à peu près, les études qui ont été faites, on parle de 1,3 milliard, donc ce qui est une charge énorme pour les communes, et ça détourne les budgets. Au lieu d'aller faire du social, on paye de l'électricité. Que pouvons-nous faire à court terme? Est-ce qu'on attend de construire une ville, mais qu'est-ce qui est faisable avec ce qu'on a aujourd'hui? Proposition d'un démonstrateur de quartier pilote peut-il être envisagé? Autoproduction collective, s'il y a des producteurs, PV et petit éolien. Dans ces villes, il y a des stockeurs avec des batteries. Donc, il y a un qui stocke, l'autre qui génère, le troisième qui consomme. Et dire que le quartier peut aller au net zéro. Alors, je dis bien net zéro électricité. Ce n'est pas le net zéro global. Voilà, donc ce sont des questions qu'on pourra poser à nos experts une fois qu'ils auraient terminé leur exposé. Et je commence par le plus proche, donc si vous voulez bien, merci. Donc, bonjour à tous, salam alaikum.
Donc moi, c'est Driss Ouazani de Schneider Electric. Alors, on va peut-être attendre la régie qu'elle affiche. Donc Driss Ouazani, je suis directeur marketing auprès de Schneider Electric. Donc, on a au Maroc le hub de Schneider Electric pour l'Afrique francophone. Donc, depuis l'Afrique, depuis le Maroc, on pilote presque 70 pays. Et ma spécialité, c'est les systèmes de supervision. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui concernant la Smart City. Donc, par Smart City, si on se met du point de vue du constructeur, c'est principalement trois aspects. Il nous faut un capteur qui va vous numériser l'information, qui va vous remonter l'information. Il faut une infrastructure de communication. Donc, l'infrastructure de com, on parle aussi bien du moyen de communication que du stockage de la donnée. Et le troisième, c'est la partie outils. Et cette partie outils, qu'on va appeler le logiciel, l'hypervision, la supervision, c'est avant tout numériser ce que, ce que la ville ou ce que le client fait déjà. C'est-à-dire, avant, vous faisiez de la télérelève, vous partiez devant le compteur pour noter ce qu'il y a sur le compteur. Demain, vous allez faire de la télérelève à distance. Vous donnez des ordres de service pour faire des travaux sur le réseau. Demain, au lieu que ça soit un ordre de service qui part d'un bureau d'ordre, c'est un workflow qui va être généré par un logiciel. Donc, c'est numériser ce qu'on fait déjà. Donc, ici, vous voyez un peu à l'écran. Donc, Schneider, il faut comprendre, c'est une société qui a grossi en faisant des acquisitions. Donc, on couvre énormément de secteurs différents. Et dans la Smart City, vous avez énormément de cas d'usage. Nous, notre domaine de spécialité, c'est la gestion de l'énergie. Mais on est venu agréger d'autres spécialités comme la gestion de l'eau, la gestion des bâtiments des data centers ou des systèmes comme les systèmes de positionnement géographique. Donc, pour reprendre un peu les trois niveaux dont j'ai parlé, si on prend l'exemple, par exemple, de la gestion des déchets, vous pouvez avoir la société qui traite les déchets qui va faire des collectes par intervalle de temps, c'est-à-dire chaque jour, ils ont un point de collecte, ils vont aller vider les poubelles ou le point de collecte, ils vont aller le vider. Ou bien, si vous voulez rendre le système intelligent, vous allez mettre des capteurs qui vont vous donner l'état de remplissage de la poubelle et donc vous allez diriger les équipes qui font la collecte vers les endroits prioritaires. Ça, c'est la partie opérationnelle. Et sur le temps long, si on parle d'analyse, vous pouvez analyser quels sont les points de collecte qui se remplissent rapidement et quels sont ceux qui sont sous-utilisés. Et donc, vous pouvez réarranger la position des systèmes de collecte. Donc, ici, dans le slide suivant, vous verrez un peu la partie logicielle. Ce qui est en train de se transformer, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un logiciel. Ce n'est pas juste d'afficher à distance la mesure qu'on fait sur le terrain, mais c'est être aussi capable de faire des analyses. Donc, je vais donner un exemple sur l'électricité, un exemple dans le bâtiment, et je terminerai par l'hypervision de la Smart City. Voilà. Donc, dans le cas de l'électricité, donc si vous prenez ici l'exemple, c'est des choses qui sont déjà très connues. Et tu vois que là, au Maroc, on a beaucoup d'avance dans ce domaine. Dans Schneider, il y a des compétitions internes et le Maroc sort souvent parmi les premières positions. Donc, si vous prenez un réseau d'une régie, comme la LIDEC ou l'ONE, ils ont un réseau de distribution, donc ce que vous voyez à gauche, qui peut être soit les postes enterrés, c'est les maisonnettes que vous voyez autour des groupes de bâtiments, ou ce que vous voyez installé sur les poteaux. On va placer des appareils pour remonter l'information ou pour contrôler à distance cet équipement de la régie. La deuxième chose qu'il faut mettre, c'est une infrastructure de communication. Donc, par exemple, il va falloir voir la couverture. Est-ce qu'on va faire une communication en radio, en câblé, via un opérateur téléphonique en 3G? Donc, c'est l'infrastructure de com et le data center qui est lié. Et le troisième point, c'est ce que vous voyez complètement à droite, c'est le logiciel. D'accord. Donc, ces systèmes sont déjà très connus. L'électrotechnique, de manière générale, c'est un concept qui est maîtrisé là au Maroc. Maintenant, ce qui évolue rapidement, c'est les process de communication. Et c'est la partie communication et ce qu'on attend d'un logiciel. Ici, vous voyez à l'écran quelques données régionales d'un indicateur qu'on appelle le SAIDI. C'est la durée moyenne d'interruption sur un réseau. Donc, dans un secteur, si vous perdez l'alimentation sur un quartier, combien de temps en moyenne la régie va vous faire pour rétablir cette électricité? Donc, ce qui est bien avec ce capteur, donc là, vous avez plusieurs groupes, vous voyez l'Europe, vous voyez un peu l'Asie. Ça permet immédiatement de voir l'état
d'automatisation et de digitalisation du réseau. Donc, si vous prenez en France ou en Allemagne, vous voyez qu'on est dans l'ordre d'1 heure. Donc, entre le réseau rural et le réseau urbain, il faut en moyenne 1 heure pour rétablir l'alimentation. Par contre, si vous allez au niveau du Japon, vous voyez, c'est 11 minutes. Si vous descendez au niveau de Singapour, c'est 30 secondes. Donc, ça vous donne déjà une idée du niveau d'automatisation qu'ils ont implémenté sur leur réseau. Et c'est via ces appareillages et via l'architecture que j'ai montré dans le slide précédent. En termes de logiciels, donc les logiciels, on parle de plus en plus maintenant d'hyperviseurs. C'est-à-dire que vous voulez un système qui va vous remonter et vous afficher à distance l'information, mais vous voulez que ce logiciel, il vous permette également de faire de l'analyse. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait faire de l'analyse, il fallait passer par faire un cahier des charges, donner éventuellement un bureau d'études qui va exécuter des calculs. Aujourd'hui, on essaie de créer des passerelles, des interfaces entre la partie opérationnelle et la partie analyse. Donc, par exemple, ici, vous avez un système d'exploitation avec une infrastructure informatique qu'on appelle l'Enterprise Bus. Et ça permet de venir partager les informations entre ce qui remonte de l'appareillage électrique, du système d'information client, la base de clients de la régie, du système de positionnement géographique, du système météo lorsqu'on doit traiter d'énergie renouvelable. Donc, de prendre toutes ces informations et de les traiter dans le logiciel pour pouvoir faire des analyses. Et l'idée, c'est vraiment de prendre des décisions concrètes, opérationnelles. Pour une régie, est-ce que je dois demander au gouvernement de construire une nouvelle centrale électrique ou est-ce que je peux me débrouiller avec ce que j'ai? Est-ce que je peux juste réarranger un peu mes disjoncteurs, vérifier comment est mon réseau et mieux utiliser mon réseau existant? Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des décisions opérationnelles et pour la partie étude, de s'appuyer sur des données concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le digital twin. C'est au lieu de faire des études sur Excel ou sur un logiciel où on va rentrer manuellement les données, le logiciel d'étude, il va prendre directement les données du système de supervision. Donc, soit les données en temps réel, faire des simulations avant d'exécuter en réel, etc. Donc, ça, c'est un petit peu l'exemple sur les régies. Maintenant, pour vous montrer le deuxième exemple, le bâtiment, avant de terminer par l'hypervision de la Smart City. Donc là, c'est l'exemple d'un bâtiment. Donc, à l'échelle d'un bâtiment, on veut que le retour sur investissement, lorsque vous allez mettre la partie intelligente, il soit inférieur à 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que, vu que les protocoles change rapidement, tout ce qui est communication, tout ce qui est cybersécurité, la technologie, les paliers s'accélèrent. Donc, au-delà de 2 ans, vous commencez à avoir des solutions qui sont rapidement obsolètes. Donc, on vise à mettre une solution selon la taille du bâtiment pour vous assurer un retour sur investissement inférieur à 2 ans. Donc, la supervision la plus simple, c'est l'exercice qu'on fait en partenariat avec Innovatel. Si vous allez au 2e étage sur notre stand, vous verrez sur quoi on est en train de travailler. Donc, la supervision la plus basique, ça consiste à rajouter un petit appareil qui va vous remonter les informations du tableau électrique. Vous allez superviser votre alimentation. Ça, c'est très populaire pour l'agroalimentaire et la restauration. Les chaînes de froid, si vous avez l'alimentation qui se coupe sur tout ce qui refroidit la viande, donc vous n'êtes plus autorisé légalement à servir. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus basique. Ensuite, si vous allez sur des bâtiments un peu plus avancés, vous avez la gestion vous allez rajouter le contrôle de l'éclairage, le contrôle de la température. Donc, vous allez ajouter un peu tout ce qui est confort du bâtiment, que ça soit pour gérer un bâtiment comme une tour ou un parc immobilier. Donc, dans l'exemple tout à l'heure, effectivement, on fait des pilotes sur des quartiers. Pour l'instant, pas encore sur le... alors si, sur le Maroc, on a fait des supervisions multi-sites. Donc l'idée, c'est de pouvoir non seulement piloter un quartier, un bâtiment, mais aussi de comparer les bâtiments entre eux lorsqu'on a un parc immobilier. Alors, je vais terminer juste avec l'hypervision de la Smart City. Donc, lorsque vous avez ces différents systèmes, vous pouvez tout consolider sur une seule vue. Donc, un centre de commande Smart City, typiquement, quand vous avez vu un peu le slide tout à l'heure avec le logiciel, les différentes passerelles, etc., tout ça, c'est de la programmation. Et l'idée, c'est de tout consolider sur une seule vue. Donc pour une mairie ou un gestionnaire de parc immobilier, vous voyez ici typiquement ce qu'il peut avoir dans son centre de commande. Donc là, par exemple, le maire, il peut avoir l'état de son système de gestion de déchets. Il peut avoir des indicateurs sur mesure qu'il a définis avec le constructeur, comme par exemple la qualité de vie. Par exemple, ici, là, ils ont défini un indicateur qui est le niveau de qualité de vie dans la ville.
Donc, ils se mettent d'accord avec le constructeur sur comment ils veulent calculer cet indicateur et le logiciel permet de leur faire cette supervision. Donc là, vous voyez différents systèmes, l'électricité, l'eau, la gestion des déchets, tout est sur une seule vue. C'est un peu le résultat final qu'on arrive à faire sur la Smart City. Voilà, donc là, vous avez d'autres exemples de vues et je vais m'arrêter ici. Voilà, ici, c'est un exemple concret sur une ville, ici, c'est en Inde, où vous avez l'écran de supervision de la Smart City sur une ville. Voilà, merci beaucoup. Merci, Pan. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je m'appelle Fouad Cohen, je suis directeur de plusieurs sociétés qui sont impliquées dans l'efficacité énergétique en général, électrique principalement, dont Elexpert qui fait de l'expertise en matière d'efficacité énergétique et de qualité des réseaux et l'installation des solutions d'efficacité énergétique. Rien que dans ce bâtiment, on a installé plus de 5 solutions différentes, notamment des systèmes de gestion d'énergie et de monitoring, un petit smart grid qui gère les flux d'énergie, différents groupes électrogènes, réseaux, installations photovoltaïques, recharge de véhicules électriques, etc. En plus des protections foudre, installations photovoltaïques, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais parler un peu de concept, en fait, parce qu'en 10 minutes, on ne peut pas parler de solutions, sachant que derrière chaque concept, il y a plein de possibilités de rentrer dans les détails et de parler d'architecture et autres. Alors, c'est une présentation qui est, je dirais, basée sur une présentation d'un partenaire, de notre partenaire historique qui s'appelle Phoenix Contact, qui est un des leaders mondiaux en matière de numérisation, de gestion de l'énergie, à l'instar de Schneider Electric. Donc, alors, on part du principe pourquoi déjà la ville intelligente de demain. Donc, déjà, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est digitalisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles qui placent les villes devant de nouveaux défis. Donc, il y a de moins en moins d'eau, il y a de plus en plus de personnes à gérer, donc des problèmes de sécurité et autres. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le développement des technologies de l'information qui permettent justement d'interconnecter un certain nombre d'équipements, un certain nombre de capteurs, etc., et de remonter l'information pour la traiter. Et donc, l'idée d'une ville intelligente, en fait, c'est ça. C'est-à-dire la possibilité d'interconnecter un peu tout ce qui est communicant. Aujourd'hui, pratiquement tout est communicant. Tous les appareils de la vie quotidienne sont communicants. Les équipements aussi, l'éclairage et autres, on va voir ça. Et donc, l'idée, c'est de remonter tout ça et de traiter cette information-là pour justement optimiser la consommation, améliorer la qualité du service rendu aux citoyens, améliorer la sécurité, etc. Alors, dans cette présentation, je vais traiter 5 volets qui sont pratiquement les plus importants. La gestion intelligente de l'éclairage public. Donc, tout à l'heure, Segemra, il a parlé de l'importance pour les dépenses publiques, pour les budgets des communes. C'est le poste le plus important après les salaires. Parfois, plus que les salaires, comme dans la ville de Casablanca, par exemple. Tout ce qui est smart traffic, donc la gestion du trafic routier, les embouteillages, la gestion des flux, etc. Tout ce qui est gestion de l'eau, donc pas seulement l'eau potable, mais aussi les eaux usées, etc. Et tout ce qui est environnement, la qualité de l'air. De plus en plus, quand on va en Europe, on va en Asie, on a de grandes agglomérations où on commence carrément à suffoquer et on essaie de trouver des solutions, je dirais, rapides pour régler ça. Et enfin, je vais faire quand même une petite pige par la partie énergie qu'a traité Siwazani juste avant, pour parler un peu je dirais juste rapidement du concept. Alors, première chose au niveau de l'éclairage. Aujourd'hui, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de commander intelligemment, c'est-à-dire qu'éclairer au moment où on en a besoin, parfois pour assurer l'agrément, pour assurer une qualité quand on a pendant les heures de forte fréquentation. Et dans d'autres heures, c'est d'avoir juste le nécessaire pour gérer l'éclairage, pour avoir de la sécurité, pour que les caméras puissent voir, pour que les gens puissent voir, etc. Donc, par exemple, à 1h du matin, 2h du matin, pas intéressant d'avoir toutes les lumières de la ville qui sont allumées. Donc, l'idée, c'est de gérer intelligemment l'éclairage et surtout de gérer aussi la partie maintenance, c'est-à-dire la disponibilité de ces services-là. Quand une lampe tombe en panne, on va le savoir au niveau central et on va pouvoir intervenir pour aller remplacer cette lampe-là, etc. C'est vraiment le premier pas vers la ville connectée. Alors, il y a une petite présentation, j'espère qu'elle va marcher ici. Elle est en anglais, mais si vous voulez, je vais la commenter. Vous pouvez mettre le son, s'il vous plaît.
Alors, je ne sais pas s'il y a un petit souci avec le son. C'est possible de mettre le son au niveau de la régie? Monsieur l'arbitre, il faut arrêter le compteur. Ah, sinon, je vais Depending on the weather, devoir commenter lighting nous-mêmes. conditions, Ah, traffic. très bien. Alors, attendez, on va reprendre du début. Intelligent street lighting with the Smart City Box. The city of tomorrow is smart. The use of modern information technology makes both urban centers and rural areas into intelligent, better places to live. Lighting systems must also become more sustainable and efficient. Phoenix Contact has developed the Smart City Box for this purpose. It provides a simple way to jump into digitalization and can be converted into an intelligent light management system as part of the urban lighting structure. The Smart City Box is simply integrated into the existing infrastructure. The intensity of the streetlights is controlled remotely depending on the weather, lighting conditions, traffic, or whether people are present. The intelligent lighting offers safety, particularly in road traffic, and also saves energy. Light pollution is reduced and resources are conserved. The Smart City Box can be used to generate both simple and complex applications in the spirit of integrated and sustainable urban development. You too can get the most out of your existing lighting system. We will work with you to develop tailored concepts and solutions for your individual lighting concept. Phoenix Contact offers you everything from a single source: state-of-the-art hardware based on the PLC Next technology, comprehensive service and advising, cloud-based IoT platforms, and tailored concepts with our software solutions for your specific use case. Curious? We would be happy to advise you. Donc, dans la présentation, ce qu'on a vu, c'est surtout en fait les différentes, à la fin, donc les différentes parties qui composent une solution. Donc, il y a la partie capteur, donc la partie IoT, disons, donc Internet of Things. Il y a la partie réseau et après la partie software. Donc, ça, c'est vraiment les composantes des technologies de l'information. C'est ce qu'on va voir dans toutes les présentations après. Alors, après, la gestion intelligente du trafic. Le principe aussi, c'est la même chose, c'est de rendre la vie des usagers plus simple. Donc, en gérant le trafic de manière centralisée et d'essayer de le fluidifier. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de réduire le nombre d'embouteillages, le bruit, donc tout ce qui est émission de CO2 ou de CO dans ce cas, de monoxyde de carbone, etc. pour améliorer, gérer la qualité de vie des gens. Et donc, le principe, c'est d'avoir une idée claire à tout moment sur le trafic à un endroit donné de la ville et de pouvoir centraliser tout ça pour mettre en œuvre les actions qui s'imposent. Là aussi, une petite présentation. Digitalization is an important key for the future supply and disposal infrastructure of smart cities. The growth of cities and regions is accompanied by a growth in the need for sustainable water and environmental management, efficient management of parks and green spaces, as well as the targeted identification of compensation areas, are important to protect the environment and improve the quality of life in cities. C'est pas la bonne, de passer à l'environnement. Trafic, c'est ça. Intelligent traffic management with the Smart City Box. In 2050, around 70% of the world's population will live in cities. Mobility, in particular, is one of the biggest challenges with which growing metropolises have to contend. Intelligent traffic management makes the entire infrastructure safer and more efficient. Phoenix Contact has developed the Smart City Box for this purpose. It records traffic situations without transmitting camera data and serves as the basis for keeping traffic flowing more smoothly. Vehicle or pedestrian movements are evaluated on a data platform and used for intelligent traffic management.
This improves ease of mobility as well as traffic safety and is good for the climate. The Smart City Box can be used to generate both simple and complex. Alors, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est quoi? C'est donc on met en place des caméras qui vont faire la reconnaissance d'images et donc on va pouvoir même voir le type de voitures qui vont passer, dans quel sens, le nombre, la densité, la même chose pour les piétons, etc. Et donc remonter tout ça pour pouvoir avoir des statistiques en temps réel et pouvoir. On a aussi la même chose au niveau des tunnels aussi, donc la gestion des tunnels. Alors après il y a aussi la partie gestion de l'environnement. Donc l'idée c'est de surveiller en fait tout ce qui va pouvoir avoir un impact sur l'environnement en général, tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, tout ce qui est bruit, tout ce qui est aussi infiltration dans le sol. Donc l'idée c'est de mettre d'un certain capteur de station météo et de aussi tout ça au niveau toujours du même système qui va pouvoir traiter tout ça. Donc on est toujours dans l'IoT. Fouad, merci beaucoup. Le VAR a dit que c'est terminé. Mais je croyais que j'avais 2 fois 10 minutes, non? Hein? J'avais pas 2 fois 10 minutes. Ouais, d'abord la prochaine fois, tu le gardes pour la prochaine fois. Avec le slide. Là, peut-être un mot sur le. Je termine rapidement sans passer les. Alors après, il y a la gestion de l'eau. Donc la gestion de l'eau, c'est tout ce qui est eau usée. Aujourd'hui, dans les villes, le problème qu'on a, c'est que il y a des déversions d'eau, donc des rejets d'eau qui vont se passer et on va pas. Il y a des risques d'épidémie, des risques de, je dirais, comme on a eu à le Covid, si vous vous rappelez au début, on avait peur d'avoir des contaminations avec les eaux des toilettes, etc., les eaux usées et tout ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est dans les villes intelligentes aussi de capter tout ce qui est rejet d'eau, mais aussi avoir une idée sur toute la partie gestion de l'eau potable et tout ça. Donc vraiment monitorer tout ça. Et ensuite, donc par la partie gestion de l'énergie, l'idée c'est de dire que de plus en plus, on va avoir des énergies renouvelables qui sont installées un petit peu. Donc on appelle ça les ressources énergétiques distribuées au niveau des toitures des maisons. On va avoir du stockage de plus en plus dont tu as parlé, c'est comme là tout à l'heure. Les gens, ils vont mettre du stockage chez eux pour ne pas prendre d'électricité, je dirais. Utiliser en fait l'excédent généré par les panneaux photovoltaïques ou on est carrément aujourd'hui dans des expériences de véhicules to grid. C'est-à-dire, on a des voitures électriques qui vont pouvoir alimenter le réseau. Donc, il y a des expériences qui se font aujourd'hui au niveau de l'Europe. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir, faire fonctionner tout ça de manière intelligente. Les systèmes photovoltaïques qui vont croître de 5 fois d'ici 2030 au niveau mondial. Ça va être multiplié par 5. Les systèmes de stockage d'énergie et la mobilité électrique, de ce qui est voiture électrique. Donc, tout va être chamboulé. Et quand on dit tout va être chamboulé, vraiment tout va être chamboulé. Que ce soit en matière de flux énergétique ou que ce soit en matière de qualité de réseau. Il y aura de plus en plus d'harmonique dans le réseau, de plus en plus de perturbations. Et donc tout ça, on doit pouvoir le monitorer. Et donc l'idée, c'est que les postes de transformation publique, le simple poste que vous avez dans votre quartier, il va pouvoir communiquer un certain nombre de données qui vont être traitées avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement prévenir les pannes. Savoir longtemps à l'avance que le transformateur il est en train de crever, qu'il y a des problèmes donc qui vont se passer. Voilà, j'ai terminé. Merci, monsieur l'arbitre. Merci beaucoup, c'est Fouad. Merci beaucoup. C'est Talali, donc avec l'exposé. Bonjour. Celle 10 minutes la prochaine fois. Moi, je suis Talali Ahmed de la société Novec. Je suis directeur du service technique bâtiment, énergie et industrie. Hier, en cherchant dans mes archives pour présenter un sujet, j'allais présenter le sujet de l'éclairage public. Et je suis tombé par hasard sur un projet relativement ancien que nous avons entamé en 2010 avec l'Amran. Et j'étais relativement surpris de ce qui a été prévu à l'époque. Et je voulais le partager aujourd'hui avec vous. C'est un master plan énergétique pour une nouvelle ville qui s'appelle El Khiaïta avec l'Amran à Hadsoual. Le projet, c'était une nouvelle ville de 180 000 personnes, Hadsoualem, à 20 km de
des activités industrielles et logistiques sur 207 hectares, des équipements sur 138 hectares, des parcs publics sur 86 hectares, 312 hectares de voirie, et les infrastructures devaient être organisées de manière à assurer une centralité forte associée à des polycentrismes contribuant à la mise en valeur des espaces publics, un usage aisé des transports en commun dans une logique d'usage multimodal à l'époque, 2010, une interconnexion forte entre les différents centres d'intérêt. Voilà, c'était le master plan. Et comme vous le voyez, il y avait de l'éolien, vous avez des solaires, vous avez même de l'agriculture urbaine, et vous avez même de l'éolien sur l'autoroute, etc. Pourquoi? Parce qu'on avait des objectifs. Le client avait des objectifs pour ce projet. C'est d'abord de favoriser l'économie circulaire, valoriser sur place un maximum de ressources locales, favoriser l'agriculture urbaine, valoriser les eaux usées et les déchets produits par la ville. Ben, c'est un peu les préoccupations d'une Smart City aujourd'hui. Donc, c'était ça en 2010. Tendre vers une ville à excédent énergétique en s'attachant aux 4 composantes de la ville qui sont le bâtiment, la mobilité, l'eau, les déchets, et prévoir des infrastructures de nature à améliorer le bilan énergétique de la ville, tout en respectant les contraintes des objectifs de logement et la nécessité d'attractivité pour les investisseurs partenaires de l'Umran. Parce que l'Umran, lui, il était aménageur. Et donc, il y avait des investisseurs qui devaient venir par la suite construire, et donc ça devait rester attractif. C'est ça les objectifs. Donc, notre étude, il comportait 4 phases. Donc, une première phase qui consistait en l'analyse des potentiels énergétiques de la ville, parce qu'il fallait produire beaucoup de choses par la ville elle-même. Et la deuxième phase, c'est l'optimisation de la conception de la ville et des équipements. C'est une faisabilité de projet. La phase 3, l'impact environnemental et les recommandations. Et puis, une dernière phase, c'était une assistance technique et accompagnement des maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, je vais juste présenter une première partie de la première mission. Donc, la phase 1, c'était l'analyse des potentiels énergétiques de la ville, comportait 2 choses. L'évaluation d'abord des besoins en énergie électrique, en eau domestique et d'irrigation, les déchets solides, la mobilité, et une évaluation également des ressources, c'est-à-dire les gisements, solaires, éoliens, biomasse, déchets solides et assainissement liquide. La phase 2, il consistait en l'optimisation de la conception de la ville de sorte à ce qu'il soit sobre, et à la conception des bâtiments, l'approvisionnement de ces bâtiments en énergie, en transport, en eau, etc., les équipements des bâtiments, le transport et la mobilité, l'éclairage public, les énergies renouvelables, les déchets solides et l'assainissement liquide. Tout ça, ça a été traité. La troisième, c'est l'impact environnemental et recommandations, les propositions de mesures additionnelles d'atténuation des impacts négatifs, l'établissement de la stratégie intégrée de la ville à énergie positive. Ça, c'est en 2010. Hein. On venait d'avoir la loi sur l'efficacité énergétique, on venait d'avoir la loi 1309, etc. Donc, c'était quand même assez ambitieux à l'époque. Et la dernière phase, c'était une assistance technique et accompagnement des maîtres d'ouvrage pour le renforcement des capacités, la sensibilisation, communication, marketing et accompagnement technique. Alors, la mission numéro 1, dont je parle aujourd'hui, qui a un lien avec l'énergie, c'est l'évaluation des besoins de la ville, les besoins énergétiques, les besoins en eau et en mobilité. Et comment répondre à ça par les moyens de la ville? C'est les ressources de la ville, les potentiels énergétiques, le potentiel dans le secteur de gestion des déchets solides. Les aspects énergétiques, l'évaluation des besoins. Ben, on avait utilisé évidemment des ratios, nous étions au stade de faisabilité. Donc, il se composait de 3 catégories. Il y a les consommations domestiques hors thermique, les consommations de proximité, les consommations des zones d'activité. Et c'était réparti en, comme vous le voyez, 47%, 19% et 34%. Alors, la ville, évidemment, il se construit dans le temps.
On ne va pas la construire en une année, on ne va pas la remplir en une année non plus. À l'époque, c'était 2009, on a commencé en 2009-2010 et on s'est donné un horizon de 20 ans. Et donc, vous voyez l'évolution et la consommation totale domestique à horizon 2029, c'était 76 gigawattheures. Pour les consommations domestiques thermiques, 100 gigawattheures. Je vais vite parce que je vois le chrono là qui me, qui me presse. Et donc, la consommation dite de proximité, on avait prévu la mobilité électrique à l'époque. Donc, il y a une consommation sans mobilité électrique et une consommation avec mobilité électrique sur les différents horizons. Les consommations des clients regroupés en zone d'activité également, 55 gigawattheures. Les consommations globales de la ville, scénario sans efficacité énergétique et avec un scénario d'efficacité énergétique, c'est-à-dire si on fait le laisser faire, c'est 292 gigawattheures à l'horizon 2029 pour cette ville. Le scénario avec efficacité énergétique, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie. Le scénario 1, c'est le laisser faire, c'est-à-dire se baser seulement sur le progrès technologique observé à travers le monde en matière d'énergie. Mais l'autre aspect, c'est la maîtrise d'énergie. Et là, on s'est basé sur le schéma directeur du Maroc, enfin, de l'ONE à horizon 2030, parce qu'on avait participé aussi à l'élaboration du schéma directeur. Et c'est de là qu'on a tiré les économies à hauteur de l'horizon 2029. Et ça nous donnait quelque chose comme 223 gigawattheures comme consommation globale, y compris les mobilités électriques. Bon, il y a deux scénarios, un scénario bas et un scénario haut, mais il n'y a pas une grande différence. Il y a 5 gigawattheures de différence. Donc, alors, les gisements, il y avait le cadre réglementaire que vous connaissiez, je passe. La loi de l'efficacité énergétique aussi, je passe. Et donc, le potentiel qu'on avait estimé à l'époque, potentiel théorique, mais un potentiel technique de 280 gigawattheures, en utilisant toutes les toitures de bâtiments, que ce soit de bâtiments résidentiels, que ce soit le bâtiment tertiaire, que ce soit le bâtiment d'activité, de zone d'activité. Et en bas, vous avez les besoins de la ville. On voit bien qu'il est possible au Maroc de couvrir, que la ville couvre ses besoins, mais à condition qu'il y ait des lois qui suivent, qui permettent, etc. Donc, ça, c'est théorique. Donc, en termes de puissance, on allait produire jusqu'à 112 mégawatts crête de photovoltaïque à partir de toitures. Alors, la répartition, elle était comme ça par rapport aux différents bâtiments. Le potentiel éolien aussi, il y avait deux scénarios, soit utiliser la loi 1309, c'est-à-dire produire ailleurs avec des vitesses relativement importantes, ou produire dans la zone des sites, mais là, c'était défavorable parce que la vitesse était limitée. En plus, ce n'était pas une zone d'accueil. Là aussi, il y avait des estimations. On est arrivé à quelque chose comme un premier scénario de 69 mégawatts si on veut couvrir les besoins de la ville, ou un deuxième scénario de 133 mégawatts si on met quelque chose dans la zone de projet pour couvrir les besoins. Les chiffres du coût ne sont plus actualisés parce que il y a 13 ans, donc l'éolien n'a plus les mêmes ratios. Il y a aussi la biomasse. On avait estimé la biomasse. Donc, il y a une production min et une production max. C'est quelque chose comme 9,8 gigawattheures dans le cas minimum et 26,2 gigawattheures pour le cas maximum, répartis évidemment entre électrique et thermique. Ça couvrait une bonne partie, 20% ou 11%
de la consommation de la ville. Donc, tout ceci a été, si vous voulez, au stade de la faisabilité, qui donnait un bilan, si vous le voyez, les besoins de la ville sans mobilité, il était de 127 gigawattheures, avec une mobilité électrique, il était de 228 gigawattheures. Il avait un potentiel photovoltaïque de 281 gigawattheures qui couvrait largement le besoin de la ville. La biomasse aussi, il ajoutait 9,2 gigawattheures. On avait abandonné à l'époque l'éolien parce qu'on n'en avait pas besoin. Avec le photovoltaïque, on pouvait couvrir. Et donc, c'était un bilan positif. Voilà. Donc, je termine exactement avec le Merci beaucoup. le temps. Vous êtes vraiment à l'heure. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Ah, 9, 8. Merci beaucoup. Donc, c'est à vous maintenant. Courage. Donc, comme dit, donc, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes la société Trace Software. Nous sommes, donc, je me présente Mehdi Bouikif, donc je suis le directeur général de Trace Software Maroc. Donc, nous sommes le hub africain en fait aujourd'hui de l'équipe de toute Trace Software International, et je suis aussi co-gérant de la société Enersoft qu'on vient de lancer récemment à Tanger pour le développement informatique. Donc, pour mon cas de figure, je vais vous faire une courte présentation de notre société et de tout ce qu'on peut proposer actuellement. Donc, Trace Software, en fait, on fait partie d'un groupe, le groupe Trace. Donc, dans le groupe Trace, il est composé de plusieurs sociétés, notamment Trace Software dont je fais partie. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels et prestataires de services, donc avec une expertise unique dans la conception d'installations électriques, mais également photovoltaïques. Nous avons également une société qui se nomme TracePart, qui est fournisseur de contenu 2D, 3D, avec notamment la plus large bibliothèque CAO 3D du monde. Citelia Energy, qui est notre bureau d'études que nous avions acquis en 2014, qui est spécialisé en fait dans les énergies positives, mais qui est également la cellule technique de Trace Software pour tout ce qui touche la partie PV. Bimemco, pour tout ce qui est bibliothèque de contenu et édition de logiciels. Green System aussi, qui est nouvellement créé, qui a quelques années aujourd'hui, donc dans tout ce qui est solutions IoT énergétiques. Et enfin, Edificad, qui a rejoint le groupe il y a un an, dans tout ce qui est solutions BIM pour le partage d'informations, et qui notamment nous a accompagnés aujourd'hui. On l'a annoncé ce matin, on a sorti un tout nouveau produit qui se nomme Elecalc Project, donc dont je vais vous parler juste après. Donc, Trace Software, c'est plus de 30 ans d'expertise, donc avec un savoir-faire incontesté dans tout ce qui est création de solutions logicielles, donc création en 87. Donc, tout d'abord dans la partie dimensionnement d'installation électrique basse tension, avec notamment Elecalc, qui se nommait TRCiel en 97, qui est né d'un partenariat avec l'APAV, qui est un bureau de contrôle. TRCiel qui est devenu Elecalc BT, en fait, Elecalc classique en 2005. Puis, depuis en fait 2016, Trace Software a fait le choix de développer un tout nouveau produit qui se nomme aujourd'hui Elecalc 2022, qui est une solution qui vous permet de dimensionner toute une installation électrique de A à Z, donc de la haute tension jusqu'à la basse tension en temps réel, avec notamment la partie grid, avec Elecalc Grid pour tout ce qui touche la partie smart grid, etc. Et sur la partie schématique, nous avions un outil Elecworks développé en 2008, qui aujourd'hui a été vendu à la société Dassault Systèmes. Et sur la partie PV, nous sommes aussi les développeurs de la suite Archelios. Donc, pour tout ce qui touche la partie conception, simulation, analyse de projet PV et notamment le calcul photovoltaïque. Une présence mondiale, comme je vous ai dit, aujourd'hui, Trace Software, nous avons des filiales dans le monde et des distributeurs partenaires dans plus de 90 pays. Notre siège est en France et aujourd'hui, sur toute l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes uniquement au Maroc en termes de filiales. Et nous avons également quelques revendeurs dans certains pays africains. Donc, comme dit, Elecalc, donc tout ce qui est calcul et conception électrique. Donc, Elecalc est un outil en fait qui vous permet aujourd'hui de dimensionner toute une installation électrique de A à Z en partant de la haute tension jusqu'à la basse tension sur la même solution. Pas besoin de passer sur plusieurs solutions différentes et tout cela en temps réel.
C'est-à-dire lorsque vous affectez des modifications à n'importe quel endroit, ou bien dans le cadre, par exemple, je vais en parler juste après avec Eleccal Grid et la partie Smart Grid, si vous avez des sources PV ou autres qui viennent influer sur votre installation, le logiciel va faire le dimensionnement en temps réel. D'accord ? Eleccal, c'est aussi un outil qui est multifabricant aujourd'hui. Nous avons plus de 324 fabricants. D'accord ? Donc, c'est un outil où c'est que vous pouvez travailler avec tout type de fabricants, que ce soit des groupes, des transformateurs, des protections, disjoncteurs, fusibles, câbles, mais également les récepteurs. Ça me permet de rebondir sur une partie importante qui est la partie IRVE, avec la gestion des bornes IRVE. Donc, aujourd'hui, Elecalc vous permet de dimensionner toute une installation avec des bornes IRVE. Donc, dans le cadre du développement de la partie énergétique. Donc, vous allez pouvoir en fait directement dimensionner toute une installation électrique en intégrant des recharges de véhicules électriques. Eleccal Grid, cette fois-ci, c'est en fait une sorte de... C'est un autre outil, mais ça peut être également vu comme un module complémentaire d'Elecalc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eleccal Grid vous permet de dimensionner, simuler des réseaux multisources maillés. C'est-à-dire, là, vous le voyez dans la petite schématique, le petit dessin en bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est peut-être un exemple d'une ville, d'une smart city. Donc aujourd'hui, on fait appel à plusieurs sources. Avant, on parlait seulement de sources conventionnelles, des sources venant, par exemple, à Casablanca de l'IDEC, l'ONE ou autres. Aujourd'hui, on a la possibilité aussi d'avoir des groupes électrogènes qu'on peut mettre en synchronisé avec notre installation, mais également d'autres types de sources, des sources PV, des sources éoliennes, etc. Donc, Elecalc Grid vous permet de dimensionner vraiment toute une installation de A à Z. Voilà. Bon, la partie BIM avec Elecalc BIM, donc là, ça vous permet également d'interférer avec d'autres acteurs du marché, donc d'importer, par exemple, aujourd'hui, Elecalc BIM est Open BIM, c'est-à-dire qu'on peut apporter de n'importe quel type de logiciel d'architecture qui vous permet d'exporter en IFC4. Donc là, dans mon cas de figure ici, c'est le logiciel, par exemple, Revit, mais ça peut être Autodesk, Tekla ou d'autres. D'accord ? Vous allez pouvoir faire un export IFC4, tout importer sur votre logiciel, que ce soit Elecalc ou Elecalc Grid. Vous allez faire votre dimensionnement de l'installation de A à Z, exporter, faire votre routage automatique des câbles et dimensionner vraiment toute votre installation et exporter vos modifications pour les autres personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans la maquette numérique. C'est un outil vraiment collaboratif. Il me reste encore du temps. Donc, et nous avons également, je vous ai parlé de notre suite solaire, donc Archelios Suite, donc une suite qui aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'elle est très bien utilisée aujourd'hui en Afrique, que ce soit au Maroc ou dans plusieurs pays africains. Parce que je parle surtout, moi, de la partie africaine, mais dans l'international, on a vraiment une part de marché qui a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Donc, Archelios Suite, c'est spécifique à la conception photovoltaïque, c'est-à-dire que c'est une solution complète qui va vous permettre, par exemple, je prends l'exemple de ce bâtiment, vous allez pouvoir le dessiner en 3D sur un logiciel d'architecture de type SketchUp ou autre. Vous allez pouvoir le géolocaliser, lui dire qu'il est par exemple à Casablanca. Vous allez avoir directement la station météo la plus proche. Vous allez pouvoir en 3D, vu qu'on a toutes les bases de données de panneaux photovoltaïques, vous allez pouvoir mettre le panneau photovoltaïque que vous voulez, faire le calpinage, faire toute votre simulation de A à Z. D'accord ? Vous allez pouvoir calculer votre productible, la rentabilité et faire notamment le dimensionnement électrique avec Archelios Calc. C'est-à-dire que vous avez fait votre simulation avec Archelios Pro en 3D et sur Archelios Calc, vous allez pouvoir importer toutes vos données et faire la partie électrique, c'est-à-dire dimensionner les câbles, les sections de câbles, les parafoudres, les protections, etc., jusqu'au raccordement réseau ou en autoconsommation. Donc là, c'est vraiment pour tout type d'installation, que ce soit des projets sur toiture, que ce soit sur des ombrières, pour des projets de centrale au sol. Et comme on sait aujourd'hui, ici au Maroc, on développe énormément tout ce qui touche la partie, donc le sujet d'aujourd'hui, la partie Smart Grid. Donc la partie PV en fait énormément partie. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, par exemple, d'intégrer, de dessiner, de dimensionner une installation, par exemple, d'ombrière de parking. Avec des logiciels de type Elecalc ou autres, vous allez pouvoir dimensionner toute votre installation pour avoir des études normatives. Donc, on répond vraiment à tout type de normes, que
que ce soit la norme NF, British Standard, la CEI, la NEN, etc., la VDE et autres, vous allez pouvoir vraiment dimensionner toute votre installation de A à Z, et tout ça dans les normes mondiales. Bon, ça c'est un petit point supplémentaire, mais ce qui concerne l'accompagnement de nos clients, aujourd'hui, 13 Software, on a des services spéciaux pour augmenter la productivité de tous nos clients, donc avec notamment l'intégration de matériel fabricant. Je ne vous laisse pas imaginer ces derniers temps, surtout sur la partie RVE et les calques, il y a beaucoup de fabricants qui sont nés récemment, qui sont aussi anciens, de bornes de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, sur la Elecalc, vous avez, par exemple sur Elecalc ou autre, vous avez la possibilité d'intégrer directement le matériel fabricant, soit par vous-même, soit directement en demandant un Trace Software, et nous, on vous l'intègre directement. Tout ce qui est conseil formation, super technique, mise à jour. Aujourd'hui, on a des versions qui sortent chaque année. Et par exemple, aujourd'hui, on a annoncé notamment la sortie d'une nouvelle solution pour la suite Elecalc qui se nomme Elecalc Project, qui est en fait une plateforme SaaS qui va permettre en fait à tous les utilisateurs d'Elecalc de partager les projets entre eux en temps réel, de la GED en fait, de partager aussi des fichiers. Ça peut être des fichiers DWG, ça peut être des fichiers. Une minute. Yes. De toute façon, j'ai terminé. Donc, de partager tout type de fichiers entre les différents intervenants sur un très gros projet. Donc, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de la France, sur un gros projet aujourd'hui de mise en place d'un nouvel hôpital. On a eu plusieurs intervenants qui ont pris part, qui nous ont accompagnés pour le développement, notamment Vinci et autres, qui sont tous intervenus qui ont utilisé le logiciel pour le partage des données entre eux. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc, ça fait pile 10 minutes. Donc, merci à tous et puis on aura l'occasion d'en discuter au besoin. Merci. Merci beaucoup, Simedi, pour cet excellent exposé. Donc, la parole est au représentant de l'IRESEN. C'est bon. Ça, c'est pour passer les diapos. Ok, bonjour à tous, c'est Roche Dabli-Ela de Green Energy Park, IRESEN. Donc, tout d'abord, je suis très ravi de faire partie de ce salon sur les Smart Cities, une thématique qui me tient personnellement à cœur. Je tiens à remercier Sib Nani Lotfi donc pour l'invitation à cet événement. Donc, sans beaucoup tarder, je commence la présentation sur voilà, donc en présentant le Green Smart Building Park comme un modèle de plateforme R&D lié à la thématique des Smart Cities. Donc, avant tout, j'aimerais bien rappeler les enjeux globaux donc liés à la Smart City. Donc, vous connaissez très bien que l'humanité aujourd'hui est face à plusieurs défis donc démographiques, environnementaux, et aussi donc de gestion des territoires, etc. Donc, de l'autre côté, on trouve l'émergence de nouvelles technologies digitales donc qui peuvent servir à ces transitions et de transformation vers des villes intelligentes et durables. Et du coup, donc la Smart City, donc c'est vrai que ce panel elle est axé sur la thématique de l'énergie, mais bien sûr la Smart City, donc il y a différentes composants qu'il faut travailler sur donc pour arriver au concept de Smart City. Donc j'en cite la mobilité, l'économie, l'environnement, la population, la gouvernance et l'urbanisme. Voilà, donc les piliers de la Smart City, c'est pas purement technique, donc c'est pas seulement l'infrastructure et les facteurs technologiques, mais aussi donc les politiques, tout ce qui est gouvernance, régulation, les politiques, mais aussi et plus particulièrement la partie capital humain et social, parce que le premier pilier de la Smart City, c'est les Smart People. Donc quand on a des citoyens qui sont conscients de la transition que doivent subir les villes pour avoir donc un confort humain donc et pour arriver à un certain niveau de paix mondiale, etc. Donc, il faut avoir une certaine conscience. Et là, je cite donc par exemple M. Cohen tout à l'heure, il a cité donc l'exemple de compteur intelligent Linky en France.
Donc, au début, donc, il y avait beaucoup d'obstacles donc, chez quelques citoyens donc, en termes d'acceptabilité sociale d'installer les compteurs électriques chez eux. Donc c'est pour ça là, il faut travailler déjà sur donc, la sensibilisation des citoyens par rapport à ces thématiques-là. Et donc, on peut aussi parler d'outils innovants, donc de e-learning, formation, etc. Donc, pour promouvoir cet aspect-là. La partie Smart Environment, bien sûr, ça inclut tout ce qui est gestion efficace et durable des ressources naturelles et voilà l'intégration des énergies renouvelables, etc. La gestion des déchets, la smart mobilité. Donc ça inclut la mobilité électrique, mais pas que. Donc il y a différents modes de transport durable. Donc qu'on peut concevoir et implémenter dans nos vies afin que voilà donc d'arriver au concept de la smart mobilité, donc avec l'intégration aussi des technologies digitales pour la digitalisation de la mobilité. Smart governance, j'en parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est digitalisation, mais aussi en conception d'approches et de méthodes innovantes d'interaction qui lient les différentes organisations publiques, privées, civiles, donc entre eux. La partie économie, bien sûr. Smart living, donc tout ce qui est voilà donc environnement des citoyens, etc. Donc je vais pas trop tarder ici. Donc il y a différentes applications qu'on peut avoir pour les applications comme j'ai dit tout à l'heure. Pour la partie énergie, en l'occurrence, donc on peut parler de solutions intelligentes de gestion de bâtiments, de l'énergie, donc tout ce qui est smart street lighting, comme on a vu tout à l'heure, dans la partie réseau électrique, donc distribution, automation system, etc. Et maintenant, donc bien sûr, pour arriver, il faut investir dans les smart cities, donc dans tous ces piliers, ces aspects-là. Mais c'est quoi le retour sur investissement? Donc, il y a un rapport de McKinsey qui a estimé donc l'impact des applications de Smart City qui vont donc améliorer les indicateurs clés de la qualité de vie de 10 à 30%. Donc, en améliorant les différents critères environnementaux, socio-économiques et énergétiques, etc. Donc rapidement, le Green Energy Park, donc il s'inscrit dans cette vision-là. Donc c'est pour ça on développe l'infrastructure. Donc on traite déjà les thématiques liées à la transition énergétique, y compris les villes de futur et les bâtiments verts et intelligents, les smart grids, l'intégration du stockage, la digitalisation, etc., les énergies renouvelables. Et voilà, donc nous avons mis en place différentes infrastructures, chacune liée à une thématique particulière. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le Green Smart Building Park, donc je vais en parler tout à l'heure, qui fait partie de la ville verte Ben Guerir, qui se veut un modèle de ville verte et smart, donc dans les prochaines 10 années, avec des objectifs ambitieux. Voici une image aérienne de Green Energy Park. Et puis le Green Smart Building Park, voilà, donc qui est composé de une plateforme de recherche et développement, de formation, d'innovation et de certification dans les thématiques liées à la Smart City en général. Donc il y a des bâtiments principaux là où il y a les laboratoires et les indoors de tests et certifications, etc. En relation avec les bâtiments intelligents, les smart grids et l'efficacité énergétique. Et puis il y a une sorte de petite Smart City, donc une sorte de living lab, un laboratoire à ciel ouvert dans lequel donc on teste et on expérimente les différents concepts, architecture, techniques et technologies liées à la Smart City. Voilà, donc on s'est focalisé sur trois thématiques principales. Donc, il y a le bâtiment, les systèmes énergétiques et le transport. Voilà, quelques enjeux globaux. Donc, par exemple, en termes des enjeux climatiques ou bien énergétiques ou bien d'accès à l'électricité, électrification. Donc, c'est pour ça qu'on adresse, avec les objectifs aussi nationaux, donc en termes de transition énergétique. Et du coup, donc, pour les trois défis, donc, nous avons identifié les trois thématiques avec des axes
de recherche et d'innovation, donc la partie bâtiment vert, smart grid et mobilité durable, donc qui font donc les 3 axes principaux pour nous en ce qui concerne la smart city. Donc bien sûr avec la digitalisation qui est un axe très important. Et donc cette plateforme se veut donc horizontalement. Donc on aimerait bien donc notre objectif, c'est de supprimer le gap entre les industriels et les académiques à travers des projets de recherche collaboratifs et bien sûr en donnant des services pour les régions, donc des stratégies, et bien sûr verticalement avec les différents ministères concernés par la thématique de la transition énergétique. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas assez de temps. Donc 2 minutes, ok. Donc voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce petit village qui est un modèle de smart city, donc il est composé donc de plusieurs systèmes et infrastructures, donc de sources de production solaire photovoltaïque avec des batteries, de stockage, avec aussi donc des équipements électroménagers, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, des capteurs et des compteurs. Voilà, donc tout ça, c'est pour tester en environnement réel, donc et démontrer les technologies qui seront développées par notre capital humain, donc marocain, les entrepreneurs et les chercheurs donc, qui vont développer des solutions innovantes. Et voilà, il y a un laboratoire de Smart Grid qui a été aussi inauguré dans le cadre de cette plateforme qui est financée par l'Agence coréenne de coopération internationale. Et donc, il s'agit d'un émulateur de micro-réseau, d'un microgrid qui est composé d'émulateurs de charge RLC 300 kVA, de photovoltaïque, de batterie et de réseau avec un simulateur en temps réel qui permet de tester des stratégies de contrôle et des systèmes et des composants liés au smart grid. Voilà, nous avons déjà, faisant partie de plusieurs projets et appels à projets donc internationaux, donc dans les différentes thématiques liées à la Smart City. Donc, elle est expert aussi, donc on collabore avec vous dans pas mal de projets. Donc, vous avez pu, dans le cadre de Solar Decathlon Africa, équiper donc l'infrastructure de communication du système SCADA, donc dans le village solaire. Et puis, donc, les différents partenaires, voilà, que ce soit au Maroc ou bien à l'étranger, et avec différentes casquettes, que ce soit institutionnelles ou bien socio-économiques et même industrielles, et voilà, les sociétés de prestataires de services. Et donc, nous avons mis en place un modèle de valorisation donc, pour valoriser les projets de recherche, donc aider les chercheurs, les entrepreneurs d'aller de la phase de l'idée jusqu'à le développement et la valorisation de leurs innovations à travers la création de startups et des joint ventures ou bien transfert de licences en partenariat avec l'UMCSP Ventures. Et donc, nous avons déjà des success stories, pardon. Voilà, donc en l'occurrence, donc des solutions parmi d'autres qui sont en cours de développement. Donc ces solutions, ils sont liées à la Smart City. Donc il y a la solution eSmart donc pour la bande de recharge pour véhicules électriques, donc la version normale et la version rapide qui est aussi en cours de certification, et la solution l'eSol énergie, donc qui est une solution de stockage et de gestion d'énergie intelligente qui peut s'intégrer au milieu résidentiel pour baisser la facture électrique et assurer une gestion optimale de l'énergie. Merci beaucoup. Ok, Roger. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas voulu arrêter au niveau du chargeur parce que je l'aime beaucoup. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Roger. Merci. Alors, on a encore un intervenant, c'est Monsieur Mehdi El Hark de la société Solam. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je suis El Hark Mehdi, le directeur technique de la société Solam. Donc, la société Solam, quand vous allez voir au niveau de la présentation, donc c'est une société qui est spécialisée dans les études et les installations solaires. Donc, au niveau du Maroc, on peut
Ah, ok. On n'a pas été briefé, mais bon, c'est pas grave. Donc, Solam est une société qui a été créée en 2012, d'accord, par deux ingénieurs ayant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie. Voilà, donc notre cœur de métier, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, études, diagnostic et installation des solutions photovoltaïques, que ce soit pour le secteur industriel, agricole ou bien tertiaire. Okay. Donc, Solam est une société qui fait partie du groupe Iomar. Donc, le groupe Iomar est une filiale, est un groupe ayant plus de 30 ans d'existence sur le marché. Donc, ils sont spécialisés au niveau c'est les leaders au niveau de la plasturgie et en même temps, c'est parmi les leaders de la distribution photovoltaïque au Maroc. Donc, par rapport au secteur d'activité, comme on vient de dire, donc Solam, elle fait tout ce qui est solution de pompage, donc d'une manière à remplacer tout ce qui est énergie fossile et tout ce qui est butane et tout ça par une solution green. Et bien sûr, les solutions off-grid, c'est les solutions bien sûr qu'on met voilà, au niveau des campagnes et des sites isolés où il n'y a pas d'électricité. Et les solutions on-grid, donc tout ce qui est raccordé au réseau, bien sûr, notamment le secteur industriel et, voilà, et le secteur tertiaire. Donc, parmi nos réalisations, donc, on a fait un petit cocktail par rapport à quelques réalisations qu'on a effectuées tout au long de notre, bien sûr, de notre expérience au niveau du domaine. Donc, on a des installations agricoles qui vont jusqu'à 300 kg un peu plus. On est sur des installations on-grid de 200 et plus aussi. Voilà, donc Solam a aussi dans la société Solam, on a aussi conçu des structures dédiées pour, comment dirais-je, pour l'accrochage des panneaux au niveau des toitures, que ce soit des toitures en tôle ou bien des toitures plates, comme vous voyez au niveau de la photo. Voilà, donc là, c'est les solutions plates et c'était les solutions sur charpente. Donc ça, c'est une solution propre à nous. Voilà, quelques réalisations avec nos structures, bien sûr. Ça, c'est des installations, une petite installation de 30 kg, comment dirais-je, en grid. Et aussi, on a Solam est presque un des premières sociétés au Maroc à avoir effectué des installations en grid sur site isolé. Donc, c'est des solutions en grid avec groupe électrogène sur des sites où il n'y a pas d'électricité. Et voilà aussi un peu une installation au niveau de l'industriel, bien sûr avec nos structures et tout ça. Donc, sur le marché, Solam, elle se distingue par l'utilisation de matériel qui n'est pas, comment dirais-je, qui est numéro 1 mondial, comme bien sûr les onduleurs. Donc, on a la marque SolarEdge. Donc, SolarEdge, c'est le numéro 1 mondial de la technologie photovoltaïque. Et au niveau des panneaux, on utilise bien sûr la marque Trina, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, voilà, c'est le top 2 mondial des panneaux. Et ça, bien sûr, conjointement avec nos structures et voilà, notre savoir-faire par rapport à ces solutions-là. Voilà, et on fait aussi tout ce qui est marché public, donc avec des parkings solaires, comme je vais vous montrer au niveau de la photo, ici, voilà. Je pense que vous avez déjà vu le parking qui est au niveau l'ombrière qui est au niveau du parking, donc c'est une réalisation faite par Solam et qui est raccordée bien sûr à une solution on-grid qui injecte au niveau du réseau en autoconsommation. Donc voilà, on a plusieurs partenaires technologiques comme j'avais dit. Donc parmi ces partenaires, on a bien sûr SolarEdge. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque SolarEdge, mais bon, c'est le numéro 1 de la technologie photovoltaïque au monde. OK ? Donc voilà.
Si je peux faire une petite, comment dirais-je, une brève présentation des avantages. Donc, voilà. Normalement, quand on est sur des solutions standards, donc les solutions standards, c'est des solutions qui peuvent être impactées par comment dirais-je, que ce soit au niveau de l'ombrage, que ce soit au niveau de l'impact environnemental. Et ça fait que à certains moments de la journée, les centrales solaires, elles produisent moins d'énergie que si on utilise des solutions, bien sûr, SolarEdge avec optimiseur. Donc, comme vous voyez au niveau de la photo, donc sur la deuxième ligne, on voit qu'un des panneaux, il est ombragé par une brume. Donc, vu qu'il est ombragé, donc il produit moins, mais le panneau qui est sur la même série, donc il n'est pas ombragé, il reste sur sa même puissance. Et ça, c'est une solution c'est un avantage qui se fait qu'au niveau des solutions avec optimiseur. Et le deuxième avantage, c'est le suivi. Donc, quand vous faites une installation solaire, que vous soyez un client ou un professionnel, donc le suivi de la performance de l'installation réside aussi sur le suivi unitaire des panneaux. Donc, on peut intervenir rapidement au niveau de chaque panneau, vu qu'on a une visibilité sur chaque panneau, combien il produit, s'il ne produit pas, s'il est défaillant ou non. Okay. Et le troisième point, c'est la sécurité. Donc, la sécurité, c'est un système. Le système, c'est le Rapid Shutdown. Donc, le Rapid Shutdown, c'est un système qui est incrusté au niveau des optimiseurs, d'une manière à ce que s'il y a une défaillance au niveau du courant AC ou du courant DC, donc les optimiseurs, ils font office de sécurité et ils baissent les tensions de chaque panneau d'une manière à ce qu'un technicien puisse intervenir au niveau de l'installation. Donc voilà, ça c'est que des flyers. Donc, et aussi, avec notre partenaire SolarEdge, on a aussi une solution onduleur et en même temps chargeur de voiture. Donc elle est installée au niveau du parking, elle est testée, on l'a testée même sur une voiture, elle est en train de charger et tout ça. Donc elle fait à la fois l'injection réseau sur l'autoconsommation et en même temps elle fait la recharge de la voiture électrique. Et la recharge de l'onduleur, elle est 2 fois plus rapide qu'un chargeur classique. Donc, après, on peut voir ça au niveau du parking. Donc, tout est installé, tout est opérationnel, même avec la visualisation et tout. Donc, voilà un peu les avantages que les solutions Solar se proposent, bien sûr. Donc, comme on a, juste pour faire un bref retour sur ça. Donc, le rendement, il est toujours supérieur vis-à-vis chaque panneau, il produit d'une manière autonome. Donc, on a des garanties minimales de 12 ans et qui vont jusqu'à 25 ans. Donc, c'est des systèmes durables sur le temps. On a un système de sécurité anti-incendie numéro 1 mondial. Donc, c'est approuvé. Une minute. Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. OK. Et on a il vous reste une minute. Oui, oui. Parce que je suis sur la fin du... Donc, et une supervision et une gestion intelligente du parc photovoltaïque, donc d'une manière à pouvoir récupérer chaque information de chaque panneau, d'une manière à pouvoir faire une maintenance plus rapide. Et en termes de financement, donc il y a une facilité de financement grâce à, bien sûr, une mensualité. Ça, c'est par rapport au coût d'études. Donc, on essaie de faire d'une manière à ce que tout ce qui va être produit et consommé d'une manière à ce que ce qui réduit plutôt de la facture, il soit payé comme étant une mensualité par rapport au client final et d'une manière, il ne touche pas à sa trésorerie. Et en termes de retour sur investissement, ça ne dépasse pas les 6 ans. Merci beaucoup, Simidi. C'était rapide. Merci beaucoup pour cet exposé. OK. Merci. Bon, alors nous avons vu toutes les interventions de nos experts. Alors, ces interventions, elles disent toutes la même chose, c'est que en matière de gestion intelligente de l'énergie ou les énergies renouvelables, il y a aujourd'hui une maîtrise technologique. Il y a un recul
Et si on envisage, par exemple, des projets, eh bien, c'est sûr qu'on ne va pas avoir de soucis avec la technologie. C'est ce que ça veut dire. Le comité d'organisation a prévu un certain nombre de questions, donc il a le droit aussi de poser des questions aux experts. Donc, c'est des questions rapides que j'ai énumérées tout à l'heure et que peut-être un ou deux de nos experts peuvent répondre rapidement, suite à quoi on donne la parole à la salle. Alors, la première question, c'est de dire, bon, tout ça c'est bien beau, ça marche. Comment peut-on définir la Smart City dans notre contexte marocain? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, bon, parce que nous avons plusieurs versions, Novec a sa version, tout le monde a sa version. Mais comment on peut réfléchir à un modèle de Smart City qui convient à notre situation actuelle? Qui veut répondre? Vous m'entendez? Ah, ok. Donc, dans le contexte marocain, si vous voulez, il y a trois aspects quand on fait un développement. C'est-à-dire pour un donneur d'ordre, par exemple un acteur public comme la mairie ou un gestionnaire d'un grand parc immobilier comme l'ONCF, par exemple, il y a trois choses à considérer. Le premier, c'est vraiment le contexte légal et normatif, et ce qui va venir également du milieu universitaire. Donc, de savoir dans quel sens on est en train de se diriger du point de vue de la norme et de voir les évolutions. Par exemple, il y a en Europe, ils sont en train d'interdire progressivement les gaz à effet de serre. Donc, est-ce que c'est applicable à nous? Donc, dans combien d'années ça va nous préoccuper également? Donc, le premier, c'est vraiment le contexte normatif. Le deuxième, c'est faire le tour un peu des constructeurs qui sont sur la place, de savoir ce que les constructeurs sont capables de faire. Les constructeurs, ils vont vous donner l'aspect économique. La force d'un constructeur, c'est pas de faire la solution technique, c'est de la faire à un certain prix. Il est capable de la sortir à un certain prix. C'est ça ce qui fait la valeur ajoutée d'un constructeur. Donc, il faut aussi savoir qu'est-ce que les constructeurs sont capables de faire. Donc, au Maroc, on commence à avoir une très belle base de fabricants locaux, dont certains sur ce panel, et ce qui est en train de se développer dans les autres géographies, c'est plus la partie logicielle où là on a plus de l'expertise à venir ramener. Et le troisième point, c'est un très bon point qu'avait fait dans une des présentations, je pense que c'était sur Birsen qui l'avait mentionné, c'est les personnes. Donc par exemple pour une mairie, c'est d'avoir le retour d'expérience des gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire concrètement, il faut voir un peu la norme, ce qu'elle dit, les constructeurs, ce qu'ils disent, et les employés, les opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin. Et un peu faire un mix des trois et comme ça définir la solution, le projet qu'on veut développer. Merci beaucoup. Donc, question rapide, réponse rapide. Fouad, tu vas peut-être nous dire un mot là-dedans. Je voulais juste revenir par rapport au contexte marocain. Moi, je dirais, d'un point de vue technologique, la technologie elle est aujourd'hui globale, elle est mondiale. C'est-à-dire que vous avez un nouveau protocole qui va sortir aux États-Unis. Au bout de 2-3 mois, on va pouvoir l'avoir ici, on va pouvoir l'adopter et travailler avec. Comme vous avez dit, il y a aujourd'hui les compétences, ça ne pose pas de problème. Moi, je dirais que c'est juste question de volonté politique. Parce que quand on parle de Smart City, ça veut dire que c'est une ville connectée. Donc, jusqu'à quel niveau elle va être connectée? Quel type de service on veut connecter, on veut télégérer ou gérer, etc. Et donc, quels moyens on est prêt à mettre en face? Parce que, mais Fouad, est-ce qu'aujourd'hui, on peut connecter l'existant? Oui, on peut toujours connecter. On peut le connecter. On peut l'adapter, bien sûr. Aujourd'hui, n'importe quel équipement peut, soit il est de base communicant, soit on lui rajoute des capteurs pour mesurer les paramètres qu'on veut justement remonter. Je donne un exemple simple. Vous avez un tableau, un TGBT là-bas, un tableau électrique. Vous mettez juste une centrale de mesure en tête et vous avez toutes les données électriques. Après, donc le choix de la centrale que vous voulez, elle va vous donner plus ou moins de grandeurs différentes. Donc, à l'échelle d'une ville, c'est la même chose, mais c'est juste une question de budget. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que la ville connectée ou la Smart City, c'est un luxe ou là, c'est une nécessité?
Est-ce que c'est une nécessité pour, d'un point de vue économique, ou d'un point sécuritaire, ou d'un point de vue agrément, etc. Donc, vous voyez, c'est la volonté politique qui va d'abord primer, et ensuite, c'est les finances. Est-ce qu'on a les moyens? Après, la technologie, elle va suivre. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, toutes les solutions, elles existent. Et on a beaucoup de capacités locales, je dirais, d'intégration et de développement. Merci Fouad. Mais quand on parle de possibilité d'avoir un bâtiment à énergie positive, c'est quand même de l'argent qui va être généré, c'est des CO2 en moins, c'est énormément de choses, comme ce qu'ils ont fait par exemple. Oui. Donc, ça rejoint un petit peu notre préoccupation. On revient à la volonté politique, parce que Khayta, voilà, ça n'a pas été fait. Sur les plans, il y est, toutes les études ont été faites, mais l'exécution n'a pas suivi. Est-ce que vous avez des éclairages à ajouter de ce côté? Non, ça va, c'est bon. Alors, l'autre question, devons-nous attendre la construction d'une nouvelle ville pour parler Smart City? Qui veut répondre? Est-ce qu'on doit attendre une nouvelle construction? Question rapide, réponse rapide. Réponse rapide, okay. Exactement. Je ne crois pas forcément, comme a dit Sid Cohen tout à l'heure, donc soit l'objet il est déjà connecté par défaut, il est intelligent, soit on met dedans des capteurs et voilà, des compteurs, etc. pour remonter de la donnée et puis donc gérer efficacement ces données pour avoir des algorithmes, etc. pour avoir une décision sur sa gestion, etc. Donc je ne crois pas forcément. Quelle est la place de l'énergie dans les smart cities? Il n'y a pas que les belles choses de connexion et tout ça. Quelle est, à votre avis, la place de l'énergie? Je pense. Oui. Bon, quand on sait que l'énergie, si vous voulez, c'est le moteur de toute activité économique. Et que les villes, aujourd'hui, sont responsables, d'après une étude de l'ONU, de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, et que le gaz à effet de serre, 60% vient de l'énergie, ben, le tour est vite fait. Donc, l'énergie, elle a toute sa place dans la Smart City. Et justement, on a intérêt à s'en occuper, mais vraiment de façon très, très, très poussée. Donc, voilà. Donc, grosso modo. Mais en revenant à la Smart City en elle, il ne faut pas oublier la finalité. Il faut dissocier le côté technologique de la finalité. Il y a une finalité. La technologie, c'est des moyens. La finalité, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une ville? C'est des services. Il faut améliorer les services. Il faut réduire les coûts des services. Et il faut améliorer l'environnement, l'impact environnemental. C'est dans un cadre nouveau, tu veux dire? Oui, évidemment. Il faut un cadre nouveau. Il faut un cadre nouveau. On va travailler dans le cadre actuel. Bien sûr, bien sûr. On a des limites. Si on travaille dans le cadre limite, on trouve tout de suite les limites et on ne va pas plus loin. Voilà. Quels sont les meilleurs moyens pour informer un résident de ses consommations d'énergie et d'eau? Donc là, on parle des smart meters, donc des applications qui peuvent nous aider à faire de la sobriété énergétique. L'ADEME parle d'une économie de 22%. Donc, quand on voit ces consommations sur un smart meter, enfin, Fouad fait beaucoup d'applications, ses clients gagnent beaucoup d'argent avec ça. Est-ce que tu le vois à petite échelle, à l'échelle d'un consommateur qui paye, je ne sais pas moi, 300 ou 400 dirhams de facture par mois? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a le service chez la LIDEC, par exemple, mais pour les industriels, parce que tous les industriels sont équipés de compteurs intelligents, de compteurs électroniques. L'IDEC, aujourd'hui, si vous êtes un industriel ou un abonné moyen tension, vous pouvez leur demander de vous envoyer l'historique de vos consommations. Pas l'historique, c'est l'indication temps réel. Oui, oui, c'est ça. Ils vous donnent l'historique en plus des données temps réel. Maintenant, pour avoir les données vous-même sur votre smartphone, il faut s'équiper. Donc, le service, ce n'est pas un service public. Je vous donne juste
en primeur une information. On est en train de développer chez Meyer Energy, c'est une autre société que je développe, que j'ai développée, que je gère. On est en train de travailler sur un sujet d'un compteur intelligent connecté à 2000 dirhams. Donc, tout compris. Donc, avec l'abonnement, la carte 3G. C'est excellent. Mais on ne le savait pas. Mais c'est bon, c'est pas encore. Ça sort de la R&D, ça. Ça sort dans 3 mois, 4 mois. Ça sort de la R&D. On est en train de travailler sur la plateforme. Mais l'idée, c'est ça. C'est parce que le problème du particulier, c'est le prix. À chaque fois que le prix, c'est le principal frein. Et donc, il faudrait être vraiment à des niveaux de prix les plus bas possibles. Donc, c'est un compteur qui travaille en 4G, par exemple. Et oui, voilà, il va vers une big data et après. Il va pouvoir aussi même avoir une entrée impulsionnelle pour les impulsions du compteur d'eau. On peut mettre un capteur d'impulsion sur le compteur d'eau. Et l'idée, c'est que vous aurez sur votre portable en temps réel les consommations électriques et eau. Donc, les deux. Est-ce qu'il y a un ajout par rapport à ça? C'est le Cohen. Le spécialiste du monitoring. N'hésitez surtout pas de le tester chez nous, le compteur. Marché conclu. Marché conclu. Donc, il va être testé à l'IRESEN. Voilà. One to one. Donc, docteur Sekamra. Donc, voilà. Donc, le temps est écoulé. Donc, la régie, il a. Parce que le deuxième panel va être rentré là-dedans. Est-ce qu'on laisse, vous nous laissez 5 minutes pour clôturer? Non, mais quand même que les gens puissent poser. À vos l'honneur. À vos l'honneur. Vous serez gentil. À vos l'honneur. D'accord. Monsieur. Donc, on reçoit 2 ou 3 questions des personnes présentes et on termine. Okay. Merci beaucoup. Bon, s'il y a des questions pour les gens du panel, veuillez vous présenter nom et prénom et l'organisme que vous représentez. Il n'y a pas de questions, tout est clair? Bonjour, Fabrice Répard, d'Aix-Marseille Université. Je voudrais, alors moi je ne connais pas la ville que vous avez citée, Raïta. Vous avez cité l'exemple d'une ville là, donc, qui devait être Smart City. Qu'en est-il aujourd'hui? La question s'adresse à qui, s'il vous plaît? À monsieur. Oui, c'est toi. Bon, comme je l'ai dit, les villes se construisent dans le temps, ils avancent petit à petit. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire. C'est une ville qui démarre, enfin, il est en construction. Les plannings qu'on avait annoncés ne seront pas tenus, évidemment, mais je ne suis pas en mesure de vous dire tout ce qu'on a étudié, s'il va être mis en place. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une... Pardon, Madame? justement, dans le même, je dirais, sens, est-ce que ce sera une Smart City ou pas? Est-ce que vous avez prévu ça dans le plan, mais au niveau réalisation, est-ce que ça va être le cas? À l'époque, on ne parlait pas Smart City. Moi, ce qui m'avait interpellé hier et ce qui m'avait intéressé, c'est les concepts auxquels nous avions le maître d'ouvrage en premier lieu, et nous aussi avec Louis, pensé à toute l'économie circulaire, à le bon usage des déchets, la valorisation des déchets, l'utilisation des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on exige d'une Smart City aujourd'hui, il était en quelque sorte pensé à l'époque. C'est pour cela que moi j'ai choisi ce thème. Mais ça ne s'appelait pas Smart City à l'époque, en 2010. Ça ne s'appelait pas. Mais le concept, oui. C'est une ville que je connais un peu, mais bon, c'est effectivement en cours, parce qu'on est en train de construire notre usine là-bas, donc dans la zone industrielle. C'est juste que c'est vraiment une ville dans laquelle, je dirais, l'Omran, qui est l'aménageur, et les gens qui sont derrière, ont essayé de mettre toutes les réponses aux erreurs qu'ils avaient faites par ailleurs. Par exemple, ils ont commencé par la mise en place de la zone industrielle avant la population, pour que les gens qui viennent vivre dans cette nouvelle ville puissent trouver du travail juste à côté. Donc, parmi les choses on est dans les Smart Cities. C'est déjà ce concept-là
réduire les temps de trajet pour les gens, donc avoir la population au plus près du lieu de travail, etc. Maintenant, ça démarre, donc c'est pas encore... mais c'est une ville qui est vers le sud, à 20 km d'ici, donc juste avant Had Soualem. Donc ça commence à pousser maintenant. On prend la dernière question. Oui, Sable. Merci. Merci. Donc, je me présente rapidement. Donc, c'est Zougueri Idrissi Moulay Abdallah, ex-directeur de l'électricité au ministère de l'Énergie et Mines. Et actuellement, je suis cofondateur d'un bureau d'études et de consulting stratégique en termes d'énergie avec 34 ans d'expérience. J'essaie de partager, ce n'est pas une question. Rapidement, on peut s'interroger sur la souveraineté. La souveraineté de quoi? C'est des informations personnelles, de ménages, des personnes individuellement, des administrations qui existent sur le territoire partagé. Il s'agit peut-être, parce que ça pose un problème de gouvernance, comme vous dites, est-ce qu'il s'agit d'une ville? Est-ce qu'il s'agit d'une région? Est-ce que c'est à l'échelle petite comme Khiaïta? Je m'excuse, je dis petite. Est-ce qu'il s'agit d'un quartier peut-être voilà. qui peut être... Peut-être que c'est un quartier. Maintenant, c'est comme la décentralisation, quel est le seuil territorial optimal? Ça pose un problème. Maintenant, le deuxième défi, c'est la souveraineté au-delà de l'information des personnes et des ménages, c'est la souveraineté des administrations et des industriels. Aujourd'hui, lorsqu'on est avec des compteurs intelligents et on est sur l'ensemble de l'infrastructure de communication, de télécommunication, la problématique qui se pose, c'est comment sauvegarder la souveraineté de cette information concurrentielle. Elle est à très haute sensibilité. La troisième chose, le défi qui s'énonce de lui-même devant les smart cities futures, c'est la problématique également de la cybercriminalité, c'est-à-dire comment protéger l'ensemble des serveurs, l'ensemble des data, des big data et tout. Et je termine rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Ce qui inquiète également, c'est la compatibilité des différents logiciels, des systèmes d'information qu'on va établir soit en soft, soit en hard, et comment gérer les assets, la maîtrise des infrastructures, et comment les valoriser. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éclairage public, il constitue un support de valorisation. Lorsqu'on parle de caniveau des câbles souterrains, c'est un potentiel de valorisation. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent aujourd'hui pour animer, comme vous dites, la production, les ressources de production, je dirais, des capacités financières, pas uniquement énergétiques, mais également de droits de passage, de valorisation des supports qui existent. Et la dernière chose, c'est comment participer avec le Smart City à mieux sécuriser la mobilité, que ce soit à vélo, à pied, à voiture individuelle ou en termes collectifs. Voilà, rapidement. Merci beaucoup, Sabla. Merci beaucoup. Ben, écoutez, ce fut un plaisir d'être avec vous. Je tiens à remercier les panélistes pour vraiment ces excellents exposés. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'avenir dans les Smart Cities. Il faut travailler, il faut, comme tu viens de le dire, considérer plusieurs aspects de la Smart City. On applaudit, s'il vous plaît, nos panélistes et je vous remercie et à la prochaine.